Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à Marc. Je ne sais pas si tu m'entends, Marc. Je t'entends, je te vois. Salut Margot. Salut, comment vas-tu? Oui, super. Il fait -20 ici à Montréal, mais on tient le coup. Bon, on va pas On se a du plaindre soleil. alors. Je crois qu'on est à 0 ou 1 degré ici, mais du coup, on est plutôt chaud. Je suis ravie de t'avoir avec nous ce soir. Donc, on va parler du sujet du métaverse, qui est un de tes sujets familiers, les plus familiers et les plus favoris en ce moment. On a 30 minutes pour parler d'un sujet qui est super vaste. Donc, je vais essayer de prendre le maximum de raccourcis que je peux et de l'étendre surtout au sujet des VFX qui nous concernent. Donc, pour commencer, c'est vrai que le métaverse, comme on disait, c'est devenu un vrai buzzword, comme tu disais, Yann. Tout le monde l'utilise, mais en fait, personne ne sait exactement ce que ça veut dire. Ou alors, chacun y met sa définition, liée à sa culture personnelle ou son historique. Personnellement, pour moi, c'était une vision d'un jeu vidéo connecté, comme j'avais dans toute la littérature que j'ai lue. Et je sais que c'est bien plus vaste que ça. Donc, est-ce que déjà, tu peux commencer par nous donner ta définition la plus simple du métaverse pour tout le monde aujourd'hui? Oui, écoute, pour moi, on a une vision très large du métaverse. C'est l'extension de l'Internet aux technologies du temps réel 3D qui apporte l'aspect multi-usager, c'est-à-dire une couche sociale en permanence. Toutes les expériences dans le métaverse sont sociales, par nature. La dimension immersive, VR, elle est là, mais ce qui est avant tout, c'est que les plateformes actuelles de l'Internet sont basées sur la vidéo numérique et la commodisation de la vidéo numérique, les Facebook, les YouTube, les Netflix et tout ça. Et donc, pour moi, le métaverse, c'est l'évolution de ces plateformes dans l'intégration du temps réel 3D qui amène, comme je disais, l'interactivité. C'est très important, nos enfants vont vouloir interagir et tout customiser, et qui amène le multi-usager, donc une couche sociale. Donc, pour moi, je vous donne le truc, hein, quand je regarde une phrase sur le métaverse, j'en place le mot métaverse par Internet et je vois si ça marche toujours. Si D'accord. ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème. C'est plutôt une Je bonne pense que Ready définition. Player One nous fait beaucoup de dommages. Ce n'est pas un modèle passif qu'on consomme en VR en étant allongé sur un sofa. Pour moi, le metaverse, c'est quelque chose qui sera présent dans toutes nos vies, où toute surface en VR peut devenir un écran pour du contenu interactif. Nos montres, nos lunettes, nos fenêtres et nos pare-brises d'auto vont tout devenir des supports pour du contenu interactif. D'accord, c'est très clair. Et c'est vraiment, du coup, un sujet extrêmement vaste, puisqu'on a la VR, comme tu disais, l'AR, tout ce qui est le futur de l'Internet. Et tu as mis en place un podcast sur le sujet qui est très, très pertinent et qui permet de démocratiser un petit peu tout le lexique, d'aller chercher en détail. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus, comme ça, les spectateurs auront l'occasion d'aller creuser un peu? Absolument, malheureusement, il n'y a pas de version française, je m'en excuse. Ça s'appelle Building the Open Metaverse. C'est un podcast que je fais avec Patrick Cozzi, qui est quelqu'un qui a un long historique dans le open source et les formats ouverts, en particulier autour de GLTF, qui agit dans le géospatial 3D ouvert. Et donc Patrick et moi, on a créé un meeting assez grave l'année dernière qui a eu beaucoup de succès, puis on a fait un podcast juste pour entretenir la conversation sur le métavers ouvert, et que ça va être très compliqué au niveau technique. Ça va être aussi très compliqué au niveau modèle d'affaires. Donc notre modeste contribution, c'est de donner la parole aux technologues et de s'assurer qu'on avance, qu'on trouve des pistes, qu'on identifie des thèmes pour arriver vers une ouverture réelle du métavers. D'accord, c'est très clair. Je vous encourage vraiment à l'écouter. Je me suis bien documenté avant cette conférence et c'est vrai que ça touche des sujets que du coup j'avais vraiment pas la moindre idée et qui étaient connectés au métaverse, notamment les formats d'échange de fichiers, la propriété de la data et des sujets vraiment très vastes. Je vais essayer du coup d'aller vers le sujet qui nous intéresse, les VFX. En quoi le métaverse pour toi va faire évoluer l'industrie du cinéma et nos métiers? Est-ce qu'on va voir émerger de nouveaux médias, de nouvelles manières de raconter, ou c'est juste un nouveau logiciel qui va nous permettre d'interagir? Il y a plusieurs couches dans la réponse à cette question. La première réponse, c'est qu'il s'avère qu'au bout de 25 ans, les moteurs de jeu ont atteint un niveau de qualité visuelle qui permet donc de servir l'industrie de la télévision et du cinéma. Et donc, les moteurs de jeu, en particulier Unreal, ils ne sont pas tous faits pareil, il faut se méfier, permettent donc de contribuer, d'accélérer, de rendre la création des médias traditionnels beaucoup plus productive. Parce que c'est temps réel, parce que c'est multi-usager, pour toutes les choses qui font que les caractéristiques des moteurs de jeu. Donc, on est capable de considérablement accélérer la création de contenu. On voit je ne sais pas si ça se voit dans Matrix Awakens, qui est une tentative d'Epic de faire un jeu qui ressemble à un film. Mais par exemple, tout le tournage, c'est assez cinématique comme expérience. C'est un jeu, c'est une expérience interactive, mais c'est très cinématique. Il y a des moments dans cette démo. Et ça a été fait en utilisant de la simulation où on s'amusait à glisser avec les voitures dans les rues. Si on ne glissait pas assez, on élargissait la rue.
Et puis après, on allait, comme technique de production virtuelle, on allait cadrer les bonnes prises. On a finalement tourné l'expérience cinématique de Matrix Awakens avec les outils de la simulation. Et donc l'utilisation des mécaniques de jeu dans la création de contenu, on n'en voit que le début. On voit le rendu temps réel dans la production virtuelle, mais il y a aussi beaucoup de choses. On le voit dans MetaHuman où on combine le AI et le rendu temps réel pour faire des choses qui sont assez extraordinaires. Donc ça, c'est la première chose, où le moteur de jeu devient un bon outil pour la création traditionnelle, et c'est en même temps un outil qui est un pipeline simplifié, parce que dans le moteur de jeu, vous allez retrouver tous les aspects, l'éditorial, le layout, l'éclairage, le compositing. Donc, beaucoup de gens l'adoptent comme un pipeline beaucoup plus simple. Les pipelines traditionnels de VFX sont devenus extrêmement compliqués. On passe notre temps à convertir des données. Le moteur de jeu offre un pipeline intégré. Ça ne fait pas tout, mais si vous avez la chance d'être dans la zone de confort du moteur, vous bénéficiez d'un pipeline extrêmement simplifié et extrêmement rapide dans lequel on peut itérer à grande vitesse. C'est le point numéro 1. Point numéro 2, c'est que avec les moteurs de jeu, on peut faire du contenu interactif. Et donc là, on n'a pas encore vu, parce qu'on ne vous a pas donné aux gens comme toi, Margot, et on ne vous a pas encore donné l'opportunité d'expérimenter avec ces contenus interactifs, et puis comment on utilise, comment on mêle l'interactif et le linéaire pour créer des nouvelles expériences de divertissement. Par exemple, entre 2 épisodes d'un contenu linéaire, on pourrait avoir un petit jeu, ou même aller d'un épisode à l'autre, ou alors à faire une quête, ou aller trouver des éléments de l'histoire dans un univers interactif pour apprécier ou complémenter l'histoire qui sera dit dans un épisode subséquent dans le contenu linéaire. Donc tout ça, on ne l'a pas vu encore, parce que la technologie est trop mature, puis on n'a pas laissé les créatifs expérimenter, puis c'est ce qu'on veut faire chez Epic, c'est s'assurer que la technologie soit disponible à des gens comme toi, Margot, pour que cette expérimentation se passe, puis qu'on arrive sur des nouvelles formes d'expérience. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'avec l'équipe qu'on essaie de monter en visualisation, l'utilisation du moteur de jeu nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire dans un pipeline traditionnel, qui est que brusquement, on peut transformer la création d'un asset en du scouting VR instantanément, parce que le logiciel est le même et on n'a pas besoin de faire de conversion. Et ça, c'est effectivement très récent chez nous. On a une learning curve, et j'en viens à ça. Moi, j'ai eu la chance de faire partie des gens qui ont pu faire la fellowship d'Unreal, et donc qui ont pu suivre une formation. Et ce qu'on comprend bien, c'est que là, tout ton pipeline est chamboulé. Dans les équipes de VFX, le nerf de la guerre, c'est comment on va former les gens alors qu'on est toujours en flux tendu sur les projets. Et je sais que voilà, Unreal est très présent sur la formation à travers la fellowship. Il y a eu le Summer of Unreal. Je voulais savoir si vous aviez dans le futur d'autres opportunités comme ça qui allaient se profiler, s'il y avait, si tu pouvais nous en parler un petit peu plus. Oui, absolument. On est, comme tu dis, la formation, c'est le nerf de la guerre, hein. La gestion du changement, on essaye de travailler à plusieurs niveaux. On a nos plateformes d'éducation en ligne qui sont gratuites, qui permettent d'apprendre l'outil. On a les programmes que tu as mentionnés de type Fellowship ou Summer of Unreal. Et ce qu'on cherche à faire surtout maintenant, on va continuer, puis avec la sortie de 5, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent dans ce secteur-là pour faciliter l'apprentissage de l'outil. Mais nous, ce qu'on veut aussi maintenant, le travail qu'on veut faire, c'est qu'à travers le travail qu'on fait par exemple avec Tribeca, puis on est en conversation avec les gens de Cannes également, c'est qu'on veut exposer les créatifs à vraiment comprendre l'impact de la technologie pour travailler différemment, au niveau de la narration par exemple, ou au niveau même du produit final, de créer ces produits hybrides, linéaires et interactifs. Donc ça, c'est notre nouvelle frontière, c'est d'aller s'assurer que les créatifs et les gens qui racontent des histoires comprennent bien la technologie pour en avancer l'exécution, parce que c'est un peu dommage d'avoir une technologie dans le réel puis de faire les bonnes vieilles méthodes de création de VFX. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus avec la technologie. Donc, oui, il y a l'apprentissage de l'outil en lui-même, mais ce que tu as vécu dans le fellowship, c'est une première tentative de convaincre les gens de dire que tout le monde peut devenir un généraliste. Puis oui. Tu as fait un film de 30 secondes, je ne sais pas combien de temps tu as réussi à faire, mais on arrive à prendre des gens qui ne connaissaient pas le moteur et on leur fait faire des films de 30 secondes en 5 semaines. Je veux dire, ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, et c'est ça qu'on veut. Cette nouvelle méthodologie, cette nouvelle façon de penser, c'est ça qui est la prochaine frontière au niveau de l'éducation pour nous, pour vraiment... je cherche mes mots en français, je suis vraiment désolé. Pas de souci. Non, mais c'est très clair. J'ai beaucoup de problèmes sur l'empowerment of the creatives. J'ai cru t'entendre parler du Festival de Cannes. Est-ce que vous pensez... C'est ça, ou j'ai bien entendu? Oui, c'est ça. Est-ce que tu penses faire quelque chose? J'aimerais bien. On a fait avec Tribeca, j'aimerais bien le faire avec Cannes aussi.
Ah oui, ce serait super. Ce serait super qu'on ait une initiative de ce genre en France, parce qu'on essaye, nous aussi, avec les outils, de redonner la main aux réalisateurs, aux directeurs de la photo, de leur faire comprendre qu'ils peuvent parfaitement prendre ça en main. Mais c'est vrai qu'on manque d'occasions et d'opportunités pour se mettre en avant aussi. Et cette histoire du métaverse, ce qui est intéressant, c'est comme tu dis, la convergence de certains médias. On parle de la VR, on parle des jeux vidéo, on parle du cinéma. C'est des choses qui commencent à être évidentes avec la création d'assets, notamment où on se dit que ces assets peuvent être partagés. Mais on a du mal souvent à comprendre comment financer tout ça. C'est quand même basé sur des modèles économiques très séparés. Aujourd'hui, on a même, avec les aides, je pense notamment au CNC, on a des aides pour le cinéma, pour le jeu vidéo, pour le VR, ce n'est pas des aides communes. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour améliorer ça dans le futur, pour essayer de tendre vers des financements un peu plus intelligents à ce niveau-là? Écoute, il faudrait trouver des canaux. C'est sûr que je pense que les studios, les gens qui sont dans le commerce du contenu aujourd'hui, ils n'ont pas appétit à une grosse prise de risque. Et aujourd'hui, il y a un besoin d'expérimentation. Et donc, c'est là où, à mon avis, des puissances un peu publiques, dans des pays comme la France ou le Canada, ici, où on a des organismes, où il y a une volonté de financement public de ces expérimentations, il y a une opportunité à ne pas manquer de faire un pas en avant, même par rapport à Hollywood et à tous ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, ils sont tellement, comme tu l'as mentionné, ils sont tellement fragmentés. Tout le monde est dans des silos. Le financement du jeu vidéo, le financement du film, le financement de la série, tout ça, c'est des silos. Si on pouvait faire péter ces silos, mais ça va pas se faire naturellement par les forces du marché parce que le risque est trop grand. Bien sûr. Et on n'a pas prouvé que ça marchait. Moi, je suis persuadé que ça marche, mais c'est pas prouvé que ça marche. D'accord. Et donc, ce serait intéressant de mettre ensemble ou d'initier des programmes où on crée des mondes et on se prouve qu'on est capable de raconter des histoires et de leur expérience interactive dans ces mondes-là avec les mêmes assets. Je pense que la technologie, en particulier avec Unreal 5, est mature. On peut faire des produits intéressants avec ça. Mais ce qu'il faut, c'est encore tôt. Il faut financer l'expérimentation. On ne sait pas comment faire, puis on ne sait pas quel produit faire. Alors, c'est une opportunité. Ce qui est perçu par un risque par les acteurs établis est une opportunité pour les gens innovants et entrepreneurs. Donc, saisissons-la. Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous encouragez déjà au travers, je pense notamment à 2 groupes de personnes. Il y a un réalisateur qui s'appelle Az, qu'on a reçu l'année dernière, qui fait son film d'animation, mais un jeu vidéo en parallèle. Et je pense aussi au développeur de Crête, le jeu vidéo, qui fait aussi toutes ces cinématiques. J'ai l'impression quand même qu'ils sont tous les 2 soutenus par Epic, il me semble, avec des méga grants, que vous essayez d'encourager ça. Et Cory Strasburger, qui fait Xanadu, un gars tout seul avec son iPhone en facial, incroyable le travail. Le production value qu'il peut faire tout seul dans son salon, ou le travail de Matt Workman, tous ces gens-là, nous, on les encourage autant que possible. Mais on a un programme de financement de courts-métrages également qu'on a fait à travers la pandémie là, pour accélérer l'adoption du moteur. On a vu des résultats incroyables. On commence à les voir, que ce soit The Eye Calentech, le travail d'Aaron Sims, qui était un gars d'effets spéciaux et qui avait des appétits de réalisation, puis qui a réussi à faire un film de 3 minutes et demie en 5 semaines avec une petite équipe. Les gens de Trade Digital en Angleterre, avec The Well, en 5 semaines avant Halloween, ils ont fait un petit film d'horreur. C'est fabuleux. Et puis tout ça s'est rendu sur des budgets et avec un contrôle créatif qui est vraiment incroyable. Et nous, on essaye on n'a pas vocation à tout financer, là, mais on essaye de dérisquer ces projets. Puis quand on voit quelqu'un qui a envie de prendre le risque, on va essayer d'apporter du savoir-faire, puis un petit peu d'argent, un petit peu de cash, juste pour rendre ces projets possibles, ça, pour faire pencher la balance du côté de l'expérimentation, plutôt que de dire, ben non, c'est vrai que c'est nouveau, mais c'est fabuleux que ce soit nouveau. Oui. Est-ce que vous mettez en place on parlait justement de tous les outils disponibles chez Unreal, mais également il y a une réflexion à avoir en termes de storytelling, parce qu'il faut justement que les créateurs puissent prendre en main les outils, inventer de nouvelles histoires. Est-ce que vous avez envie d'investir justement de ce côté-là, avec des scénaristes par exemple? C'est l'esprit de notre programme de court-métrage, hein. C'est d'investir dans les réalisateurs du futur et de prendre des gens qui ont l'appétit de travailler avec une technologie qui est immature, en fait. Et c'est ça qu'on recherche, hein. C'est les gens qui ont cette volonté de prise de risque. Et ça donne des résultats fabuleux. Un jeune réalisateur comme Wes Ball avait prévisualisé Two Mouse Guard avant que Disney, malheureusement, ne placarde l'histoire, mais c'était le réalisateur, il lui-même faisait ses scènes le soir sur Unreal, puis il les donnait à son équipe le matin. C'est ça qu'on cherche. Et chaque fois qu'on voit quelqu'un qui est créatif, qui a une prise de risque et qui veut,
faire ces expériences, on est là avec nos petits moyens, on a nos méga grants, notre programme de cours, on essaye d'être là, mais c'est surtout qu'on met à disposition le savoir-faire de nos équipes. Une chose qu'on fait aussi beaucoup là et qu'on continue à faire, on avait mis en ligne il y a quelque temps un film d'animation qu'on a fait avec Weta. J'ai oublié le nom en français du petit animal là. Oui, le Meerkat. J'ai pas le nom français non plus. Donc, ça, on va le faire avec The Matrix Awakens. On va enlever tout ce qui appartient à Warner Brothers dans The Matrix Awakens, puis on va donner à la communauté toutes les scènes et tout le contenu qui est disponible pour que les gens puissent expérimenter avec. On l'avait fait avec le Meerkat, donc les gens ont pu voir comment Weta faisait de l'animation de haute qualité avec Unreal. Et ça aussi, de relâcher ces projets-là, on l'a fait aussi avec tous les nouveaux projets de Unreal Engine 5. Donc, il y a les gens peuvent partir de ça pour expérimenter. Donc, nous, on essaye d'enlever tous les obstacles à l'expérimentation. Parce qu'on est bien conscient que c'est le début de quelque chose et de quelque chose donc, on se doit de l'accompagner. Très bien. Pour revenir plus un peu sur le métaverse, mais au sens large, un peu le plan des VFX, on voulait un petit peu quand même te parler de cette question, voilà, la vision du futur qui peut être aussi un petit peu effrayante sur la collecte de data, de données, si tout devient interactif, la propriété, comment elle va être exploitée. Est-ce que toi, tu aurais quelques mots à nous donner sur le sujet, sur la vision que vous avez de tout ça, même si c'est un sujet extrêmement large? Ouais, nous, donc il y a un changement de plateforme, il y a un changement de génération, puis nous on dit que c'est l'opportunité pour changer certaines pratiques. On voit des gens qui rentrent dans ce marché-là, comme Facebook, la suspicion c'est qu'ils n'ont pas envie d'adopter de nouvelles pratiques. La suspicion c'est qu'ils sont contents avec les pratiques anciennes qui consistent à générer de l'usage en donnant un tas de choses gratuites et puis après en utilisant les données pour faire de la pub. Nous, notre vision c'est de dire, il y a une rupture technologique, on passe de la vidéo numérique au temps réel 3D, il va y avoir de nouvelles plateformes, une nouvelle génération. C'est le moment d'implémenter une vraie économie de la création. C'est ce qu'on essaye de faire avec. On essaye de donner l'exemple avec Fortnite, où il y a des partenariats avec des marques, mais il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de collecte de données. On ne collecte que les données qui sont nécessaires pour livrer le service du jeu de Fortnite. Et les gens payent pour le contenu qu'ils veulent. Et puis on fait des accords avec Marvel, avec ces gens-là, avec Lucasfilm pour donner le Mandalorian, Spider-Man, du contenu que les gens veulent acheter. Et puis on donne à ces gens-là leur part du chiffre d'affaires et nous, on rémunère la plateforme. Donc il y a une économie qui est très saine et qui est très directe, qui est basée sur une transaction. Et nous, avec Fortnite Creative, on essaye d'étendre ça à tout le monde. Et puis c'est ce que je fais moi au niveau d'Unreal Engine, c'est s'assurer de mettre que les petites équipes soient capables de créer du contenu de qualité et avoir un espace créatif qui les limite le moins possible. Et après, des plateformes comme Fortnite, quand elles sont étendues au-delà du jeu vidéo, vers l'engagement pour les marques et vers le contenu linéaire, elles permettent à tout le monde de vendre leur contenu et d'avoir des transactions très simples et très directes. Nous, on est militants pour ça, pour cette économie de la création, et non pas une économie indirecte où on monétise nos données. Et on est aussi militants pour que chacun reste à sa place dans la chaîne de valeur. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as le contrôle de la porte que tu dois prendre 30% à l'entrée. Okay? Donc, on a une bagarre très publique là-dessus. Nous, notre store, c'est 12%. On pense que ça couvre largement les frais, puis il y a une marge de profit là-dedans. Donc, on est aussi militant sur ce rebalancement de la chaîne de valeur pour que l'argent s'en aille vers les créateurs et qu'il y ait un terrain, un level playing field, un terrain de jeu égal pour les petits comme pour les grands, parce que si la domination des grands studios, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment... que moi, personnellement, j'ai une façon très positive pour la création. On a des produits très, très normés quand on fait ça. Donc, c'est pour ça que tout le travail de supporter les indépendants, les petites équipes, c'est fondamental pour nous, parce que c'est là où viennent les belles histoires, c'est là où vient l'innovation, c'est dans ce monde dans lequel on veut vivre, quoi. Super, j'avais justement une dernière question pour ça, pour finir. Donc, si tu aurais un conseil, puisque c'est ça en fait que tu mets en avant, c'est qu'en fait le métavers c'est accessible pour un indépendant qui voudrait créer des assets et en faire un modèle pour gagner sa vie, tout simplement, qui pourrait vendre son matériel comme on le fait sur Sketchfab ou ce genre de choses, mais aussi bien pour les petites, les moyennes entreprises, les géants. Et donc, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les gens qui veulent faire cette bascule et qui ont peur de faire cette bascule ou qui hésitent encore à faire cette bascule? Est-ce qu'il y a vraiment encore un futur sans ce temps réel, ou est-ce que ces deux mondes parallèles vont coexister? Je pense que tu poses la question à la mauvaise personne, parce que j'ai une réponse qui est très... Oui, je me doute.
Moi, tu sais, quand les gens parlent, que ce soit des marques, quand on travaille avec Ferrari ou Balenciaga, ou quand on travaille avec les gens du film, etc., ce qu'on essaye de les convaincre, c'est de dire, créez votre contenu. Enfin, c'est pas tant créer, c'est le concept de master. Tu te souviens du mastering, là, quand on faisait ça il y a longtemps? Donc, si tu masters ton contenu dans Unreal, tu es prêt pour toutes les plateformes. Oui. Tu es prêt pour le web, tu es prêt pour le jeu, tu es prêt pour le VR, tu es prêt pour le cinéma, tu es prêt pour la télé, tu es prêt pour tout. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, ce que je dirais, ce qu'il faut faire, c'est de bien comprendre cette technologie et puis d'essayer de l'adopter parce que c'est comme ça que tu te prépares au futur. Parce que si tu crées aujourd'hui une voiture qui se conduit, ben demain matin, elle est là, tu l'as créée et tu peux la garder pour toutes les utilisations possibles, pour faire un jeu de course ou pour faire une nouvelle version de Fast and Furious. Il n'y a aucun format de données aujourd'hui qui permet de représenter la complexité d'un monde simulé. Et les seuls formats qui font ça, c'est les moteurs de jeu. Et le seul moteur de jeu qui est ouvert, qui donne son code source, puis qui ne cherche pas à monétiser ses outils parce qu'on veut monétiser plus le métavers que les outils qui font le métavers, c'est l'offre d'Epic, l'offre d'Unreal Engine. Donc, c'est l'offre-là. Donc, pour ça que je dis, c'est pas une décision trop difficile de dire on va investir là-dessus parce qu'on a quand même beaucoup de contrôle sur la propriété intellectuelle, on a le code source. Donc, il existe un compilateur C++, on a accès à ces données. Et puis, on peut commencer à créer, à prototyper, à comprendre des choses et à créer des mondes, créer des univers, créer des objets qui seront là pour toujours parce qu'ils sont créés dans un monde simulé, je veux dire, avec de la physique, avec du comportement, avec de l'intelligence. Donc, investissez là et expérimentez. Super. Merci Marc. Yann, tu veux prendre le relais? J'avais une dernière question, on va revenir un petit peu en arrière parce que Marc, comme tu sais, ce soir, nous allons décerner un génie d'honneur à Xavier Nicolas et Jerzy Cullard qui ont œuvré dans un studio que tu as bien connu, Ex Machina. Justement, quelle place a joué Ex Machina dans ta carrière professionnelle? C'était mon premier emploi, c'était magique. Pour moi, ça a été des moments magiques. J'ai travaillé sur Paris 1789. La petite histoire, c'est que la raison pour laquelle j'ai fait beaucoup de travail sur ces projets-là, beaucoup de travail avec Jerzy et avec Xavier, c'est que Daniel Bronstein, à l'époque, ne voulait pas faire ça, il voulait juste faire son film. Donc, il envoyait les petits stagiaires comme moi pour travailler sur Paris 1789. Et du coup, j'ai été poussé là-dedans en tant que jeune diplômé, jeune ingénieur diplômé. Ça a été des moments fabuleux. Je ne chercherai pas à citer tout le monde, mais écoutez, les gens avec qui, tout ce qu'on a fait à cette époque-là, à Ex-Mac, c'était magique. On sentait bien que c'était des choses importantes, on inventait des choses. Et puis, je vous souhaite à tout le monde ce soir une bonne soirée. Voilà, notre ami Lionel Fage, qui est également dans la salle, qui te salue. Voilà, on pensera bien à toi ce soir. Voilà. Surtout qu'il fait moins 20 à Montréal. Pensez pour Pascal Bach, qui n'est plus avec nous, malheureusement. Mais un grand salut à tous les copains. Merci beaucoup, Marc, d'avoir partagé justement ta vision du métaverse, également du futur de l'entertainment. Merci, Margot, également. Et puis j'espère pouvoir t'accueillir en chair et en os au PIDS l'année prochaine. Voilà. Merci à vous. Rendez-vous est pris. Je viendrai. Merci, à bientôt, Marc. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.